et bienvenue dans ce nouveau numéro de 101%. Au sommaire, Pico Pico, la critique de Mag Runner Dark Pulse et Retro Magic sur King's Quest. Et aujourd'hui, je fais une émission de circonstances puisque je vais parler de l'été au Japon. La caractéristique principale de l'été là-bas, enfin pour moi, c'est qu'il fait trop chaud. Les températures sont pas excessives, ça va dans les 30 degrés, mais avec le taux d'humidité, la température ressentie est bien dans les 45-47 degrés très souvent. Heureusement ou pas, la clim est installée partout. Enfin, je vais pas trop m'attarder sur le climat parce que c'est bien beau, mais ça nous dit pas ce que font les Japonais en été. On voit ça après les news. Plusieurs infos concernant Gran Turismo 6 sont tombées ces derniers jours. Tout d'abord, on a appris qu'en plus de la version normale du jeu, une édition collector sera disponible. Celle-ci contiendra une Steelbox et des bonus dans le jeu, comme de nouvelles voitures ou des crédits supplémentaires. Ces bonus en jeu seront aussi disponibles si vous précommandez le titre de Polyphony Digital. D'autre part, une démo jouable sort ce jour même sur le PSN, à savoir le 2 juillet normalement. Comme ça, vous pourrez commencer à vous familiariser avec les nouveautés prévues. Le titre a été très bien accueilli par les joueurs lors de l'E3, où Sony a d'ailleurs annoncé une sortie pour l'hiver 2013. Cette démo très attendue vous permettra de commencer les vacances d'été au doux son des moteurs de voitures de course. Le YOG sera là dans 6 semaines et personne ne l'attend. Pas un d'entre nous. On continue à vivre nos vies, semaine après semaine, ignorant. C'est ainsi que démarre ce jeu au nom un peu bizarre, The YOG, codé par le Canadien Damien Sommer, épaulé par la dessinatrice Emily Carnol pour le graphisme du jeu. The YOG est un genre de visual novel doté d'une forte dose d'aléatoire. On y découvre une histoire impliquant 2 à 4 personnages qui mènent leur vie habituelle sans savoir que le YOG, une énorme tempête, va s'abattre sur leur village dans 6 semaines. À chaque tour de jeu, qui représente une semaine, vous choisissez quel personnage ira dans quel lieu pour suivre ses aventures. Certains événements aléatoires feront varier les statistiques des protagonistes. De plus, les événements qui se passent en début de partie sont liés à ceux qui se passeront ensuite. Vous pourrez ainsi retrouver le barde de la taverne qui se sera suicidé si vous l'avez battu dans un duel de lutte auparavant. Après les 6 semaines, la tempête s'abat et vous devez choisir quel rôle tiendra chaque personnage pour finir l'histoire. Le nombre de fins possibles est donc vertigineux s'il faut compter chaque personnage qui est disponible. Le jeu possède une rejouabilité honnête pour son prix, 10 $, pour peu qu'on n'enchaîne pas les parties. Le remake HD de Spelunky, unanimement salué par la presse et récompensé par de nombreux prix lors de sa sortie sur le XBLA, va revenir sur la plateforme ayant accueilli le jeu original, Windows. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de plateforme roguelike où l'on contrôle un aventurier recherchant un trésor dans des cavernes générées aléatoirement. Il faudra faire face aux monstres et à un environnement particulièrement impitoyable. Un portage sur PS3 et PS Vita avait été évoqué par le studio Mossmouth précédemment, mais depuis, silence radio. Ce portage a de nouveau été évoqué avec l'annonce de la future sortie sur PC. On peut donc espérer voir arriver Spelunky HD sur toutes ces plateformes dans les mois à venir et pourquoi pas avec des nouveautés au passage. Japan Expo s'approche à grands pas. Maintenant que vous êtes parés, normalement vous pénétrez dans le salon et là se pose la question que faire. Comme chaque année, il faudra faire des choix devant la multitude d'activités proposées, aussi bien dans le hall Japan Expo que dans le hall Comic Con. Vous pouvez déjà jeter un œil au programme détaillé sur le site de Japan Expo. Zigzaguer entre les différents free-huggers qui pourraient encore subsister et vous pourrez aller découvrir les nombreux espaces mode, fanzines et jeunes créateurs ou encore aller à la rencontre des assos et des web-séries. Bien sûr, de nombreux concerts auront lieu sur les différentes scènes. Les espaces jeux vidéo seront de la fête également ou encore de nombreux events cosplay comme le WCS ou le CG. Pourquoi ne pas aller voir l'événement PES Next Generation Live le samedi au JE Live House entre 16h et 18h ou encore le dimanche l'événement Japan in Motion entre 12h45 et 14h15. Il y aura aussi des invités animés et manga comme Hara Tetsuo, créateur de Hokuto no Ken, ou Kawamori Shoji de Macross. Sans oublier les nombreuses activités culturelles en rapport avec le Japon. Comme d'habitude, les 4 jours vont être bien remplis et on va courir partout pour couvrir le tout. Et no live dans tout ça, vous êtes en train de vous dire? Eh bien, on en parle demain. Déjà niveau scolarité, il faut savoir que les cours s'arrêtent vers le 20 juillet après une période d'examen et les vacances durent un peu plus de 2 mois jusqu'à début octobre, en tout cas dans la fac où j'étais. Et les vacances d'été, c'est souvent la période des voyages à l'étranger pour les étudiants. Il faut dire que lorsqu'ils arrivent à la fin de leurs études, ils profitent à fond de ces vacances qui font partie de leurs dernières vacances. C'est vrai qu'une fois entrés dans la vie active, ils n'auront plus l'occasion d'avoir 2 mois de congé, donc ils partent souvent faire des circuits, ils visitent plusieurs pays en 2 ou 3 semaines. Sinon, autre ambiance, à l'intérieur du pays, les Japonais font beaucoup de barbecue au bord de la rivière. Alors si vous vous baladez le long de la Tamagawa à cette période, vous en verrez plein. Je vous parle de mon expérience en la matière après Pico Pico. No whip in the hand,
kicking the can, hurting my heart and revenging the plans. I get in my stance, everything's dark, dagger equipped and it's ever so sharp. Bonjour et bienvenue dans le dernier numéro de Pico Pico de la saison. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va regarder Megamix, mais tout de suite, on va parler des sorties d'albums. Cette semaine, on commence les sorties d'albums avec un jeu d'aventure à la Myst qui s'appelle Iversaire, qui est sorti sur iOS et sur plateforme Android. Alors c'est un jeu où vous êtes lâché dans un monde en noir et blanc qui ressemble beaucoup au manga de Nihetsutomu comme Blame par exemple. Donc ce monde en noir et blanc, vous touchez des trucs sur les murs, vous savez pas à quoi c'est ça, il n'y a aucun texte pour vous aider. C'est à vous de prendre un papier, un crayon et essayer de tracer un plan à côté de vous pour voir à peu près ce qui se passe. Ce jeu a été développé en 2-3 mois par un artiste canadien qui habite à Tokyo qui s'appelle Devin, mais il est connu aussi sous son nom de scène Alice Effect car il fait de la chiptune et c'est lui qui a programmé le jeu, il a fait les graphismes, il a fait la musique, il a tout fait. Donc voilà, je vous invite fortement à télécharger la bande originale très sombre, ambiante avec des bruits, voilà, ça fait un peu mal à l'aise, ça met un peu mal à l'aise. Donc la bande originale qui est gratuite sur son site et si vous avez envie d'essayer le jeu, ce que je vous conseille fortement, il est en promotion à 99 centimes sur toutes les boutiques, donc voilà, n'hésitez pas. Le jeu vidéo vieillit, les joueurs vieillissent aussi, et quoi de mieux que fêter un anniversaire puisque c'est celui des 25 ans de la série Laser Suit Larry. Donc pour fêter les 25 ans, il y a eu un projet sur Kickstarter pour financer un remake HD du premier épisode, et oui, et c'est bon, tout le monde a backé, comme on dit, a donné des sous sur Kickstarter, et le projet voit le jour. Donc c'est un jeu qui est disponible sur PC, sur plusieurs plateformes, avec les graphismes de Laser Suit Larry revus en HD, et pour les musiques, elles ont été réorchestrées, notamment le thème principal par Austin Wintory, donc un artiste qui fait beaucoup parler de lui en ce moment avec la bande originale de Journey ou Monaco comme on avait parlé la dernière fois. Donc il a réorchestré le thème principal avec un orchestre de jazz, mais il a composé aussi des morceaux originaux, donc voilà, tout ça c'est téléchargeable à petit prix comme d'habitude sur la page Bandcamp de l'artiste. Le dernier album de la semaine est un projet un petit peu particulier, c'est un album qui s'appelle World 1-2 qui regroupe à la fois des grands noms de la musique de jeu et des petits jeunes qui font des trucs tous en même temps, c'est super, je vais vous expliquer le concept. Alors on a des grands noms donc comme Monsieur Yamaoka Akira qui avait composé les musiques de Silent Hill ou encore Matsumae Manami qui avait travaillé sur les musiques de Megaman notamment, qui ont composé des morceaux originaux mais dans l'esprit jeu vidéo, voilà, old school, c'est comme ce qui les avait fait connaître. De l'autre côté, on a des jeunes musiciens qui font de la musique pour des jeux indés ou qui aiment les jeux vidéo tout simplement, qui ont fait des remixes de jeux très connus, qu'ils soient récents ou anciens. Donc on a du Super Mario World, du Street Fighter, mais on a aussi voilà, du Spelunky, du FF Tactics, Sword and Sorcery. Cette semaine dans Megamix, on est toujours au 8-Bit Café à Shinjuku Sanchome et Tom2 nous présente une musique d'un des monuments du jeu vidéo au Japon. Enfin, tout le monde y a joué, tout le monde connaît. Et d'ailleurs, la catchphrase de la pub du deuxième, c'est voilà, pour les enfants, pour ta grande sœur, pour tes parents. Enfin voilà, et c'était avec Kimutaku d'ailleurs. Tout le monde a joué à Mother, donc voilà, ce sera la musique de Mother. Konnichiwa, ゲームソング DJ のトム2です。東京の新宿 8-Bit カフェからお送りいたします。毎回ゲームのリミックスを紹介しているこのコーナーですが、本日はこちらの曲、日本ではマザーですね。はい。作曲者は、ドクターマリオですとかマリオペイント、バルーンファイトの作曲をした田中宏和さんが作曲しております。マザーシリーズ全てですね、音楽がすごく秀逸なシリーズになってますが、特に私はやはりマザーの1のこちらのオープニングが好きなのでこちらを紹介させていただきます。マザーシリーズもあまたのようにリミックスあるんですけども、こちらの方はヒップホップでリミックスされているっていうちょっと変わったようなリミックスなんですけども、こちら作曲者がちょっと不明なのでなかなかちょっと
どこで手に入るっていうのを紹介しにくいんですけども、こういうのもあるので、ぜひ皆さん触れてみていかがでしょうか。C'était le dernier numéro de la saison de Pico Pico, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances si vous y allez. Si vous n'y allez pas, écoutez, bon courage, ça arrive, vous en prendrez après. Sur ce, voilà, un petit bon plan pour la fin. Ici, en fait, on est à Higashinakano, sur les bords de la Kandagawa. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a plein d'arbres qui sont en fait des cerisiers. Donc vous vous doutez bien que quand c'est la période de floraison des cerisiers, tout est rose en fait, tout autour. Et c'est un coin qui est vachement moins connu que Nakameguro ou Eno, etc. Donc il y a beaucoup moins de monde que dans les autres endroits. Donc si vous avez envie de vous promener sous les cerisiers et tranquille quand vous venez au Japon au mois d'avril, voilà, Higashinakano. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye bye. En fait, moi, j'ai pas fait un barbecue au bord de la rivière, mais sur la plage, sur une île même, ouais. Je suis comme ça. Mais c'était une expérience bizarre. En fait, des amis m'ont proposé d'aller faire un barbecue sur Salushima, l'île des singes, mais il n'y a pas de singes, dans la baie de Tokyo. C'était... C'est Monkey Island. Un peu, ouais. C'était bizarre parce qu'arrivé sur place, la plage était noire de monde et de barbecue. En fait, c'est un spot pour barbecue super connu, donc tout est prévu. On va chercher notre petit barbecue qu'on avait réservé, on se faufile entre les gens et on se place sur un petit mètre carré disponible. C'était spécial, hein. Moi qui préfère les grands espaces où il n'y a pas trop de monde, j'étais servie, mais bon. Au Japon, tout passe. Et Salushima, en fait, c'était un point stratégique de surveillance pendant l'ère Edo, puisqu'on a une très bonne vue sur la baie. Donc, quand on a trop chaud sur la plage, on peut aller se balader dans le cœur de l'île. Et c'est sympa parce que les constructions militaires de l'époque sont restées. Il y a des tunnels en briques, tout ça. C'est assez sombre, assez glauque. La végétation est super dense. Ça fait un bon décor de jeu vidéo. Bon, c'est pas le même genre de décor que dans Mag Runner Dark Pulse, mais bon, on regarde la critique. Cela fait plus de 5 ans que le premier épisode de Portal est sorti. Ayant rencontré un succès tant critique que public, il n'est guère étonnant d'en reconnaître l'influence chez d'autres développeurs. Prenez par exemple le studio 3MM Games. Ce studio ukrainien, fondé par des anciens de Frogwares, à qui l'on doit la récente série de jeux d'aventure mettant en scène Sherlock Holmes, a clairement apprécié le jeu de Valve. Leur dernier né, Mag Runner Dark Pulse, pourrait d'ailleurs être décrit comme un clone de Portal. Même si les ressemblances entre les deux jeux sont flagrantes, Mag Runner ne se contente pas de bêtement copier sur son voisin et possède une identité propre. La grande question est, contient-il suffisamment d'idées nouvelles pour justifier son achat ? I am Gamachi. Mag Runner Dark Pulse propose une histoire sympathique. Le jeu prend place dans un futur proche vers 2050. Les citoyens du monde ont accepté d'abandonner tout droit à la vie privée en se connectant à un réseau social, LifeNet. Toute ressemblance avec un réseau social bien réel serait purement fortuite. Surtout que le nom du fondateur de LifeNet n'est autre qu'un certain Kram Grugesberg, ce qui est bien évidemment un anagramme de Marc vous savez qui. And the corporation's vast financial resources. Devenu immensément riche et tout-puissant, Grugesberg cherche désormais à se lancer dans la conquête spatiale. À cette fin, ses chercheurs ont essayé d'exploiter l'énergie du magnétisme terrestre. Le résultat, la technologie MagTech. Afin de promouvoir cette invention, Grugesberg décide d'organiser une compétition dans son gigantesque centre de recherche. 7 candidats venus de milieux très différents se retrouvent dotés d'un MagGlove et devront triompher de différentes épreuves qui mettront au défi tant leur capacité physique que mentale. Le joueur incarne l'un des 7 candidats, le jeune
surdoué Dax Seward qui a fabriqué lui-même son McGlove. Guidé par son coach et père adoptif, le mutant bienveillant Gamaji et aidé par son chien robot Newton, Doe se lance dans la compétition. Jusque-là, tout va bien. Mais voilà, ce que personne n'avait prévu, c'est que d'autres créatures seraient intéressées par le MacTech. Des créatures plus anciennes, venues des tréfonds du cosmos, qui attendent depuis des éons que les astres soient propices afin de déferler sur le monde. Oui, vous avez bien compris, dans MacRunner Dark Pulse, le joueur devra se mesurer à Cthulhu en personne. MacRunner Dark Pulse est un jeu de réflexion et de plateforme en vue à la première personne. Dans la peau de Dax, le joueur va devoir franchir une série de salles contenant chacune un casse-tête. Il n'est pas question d'ouvrir des portails dans MacRunner. Déjà que c'est ce que le grand Cthulhu cherche à faire, donc autant que le joueur n'en rajoute pas. Non, le joueur va devoir utiliser son MacGlove. Comme son homologue, le Portal Gun, le MacGlove possède deux modes de tir, rouge et vert. Il s'agit en réalité des deux polarités magnétiques. Tout au long des 45 niveaux du jeu, le joueur pourra changer magnétiquement différents objets, comme des plaques murales, des caisses ou encore des plateformes. Selon la charge utilisée, ces objets vont ensuite s'attirer ou se repousser. Au joueur d'exploiter ses forces magnétiques afin de progresser dans les niveaux. Il sera d'ailleurs possible, et même parfois nécessaire, de visualiser l'aire d'effet du magnétisme d'un objet. Évidemment, les problèmes simples au début du jeu laissent rapidement la place à des puzzles plus complexes, obligeant le joueur à faire preuve de créativité et d'ingéniosité. Surtout que dès que la menace cthulhienne commence à faire son apparition, les salles aseptisées du laboratoire laissent place à des environnements bien plus dangereux, voire carrément hostiles. Il est donc possible de mourir dans MacRunner, par exemple en tombant dans un précipice. L'autre danger viendra des ennemis qui rôdent, comme les profonds et autres créatures du bestiaire de Lovecraft. Gamaji! One of those things is on an elevator. They're using the elevator. Un autre élément de gameplay est Newton, le chien méca de Dax, qui devient disponible en cours de partie. Hey, it's Newton. Newton peut être déployé sur toutes sortes de surfaces et chargé magnétiquement, permettant aux joueurs de s'approprier les niveaux. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces de MacRunner. Certains des puzzles les plus complexes ne possèdent pas qu'une seule solution. Le joueur est tout à fait libre d'improviser. What is going on? Beaucoup de jeux ont tenté d'émuler l'intelligence de Portal, souvent avec des résultats mitigés. MacRunner Dark Pulse est clairement dans le haut du panier. L'idée du magnétisme lui permet de proposer des puzzles originaux et le jeu propose un univers et des environnements bien à lui. Passé les premiers niveaux en laboratoire, où l'inspiration de Portal est la plus flagrante, MacRunner plonge en plein mythe de Cthulhu avec une bonne louche de cyberpunk pour faire bonne mesure. Le fait est que le jeu possède une ambiance inquiétante et quelques moments particulièrement stressants. Techniquement, il est très correct. Utilisant l'Unreal Engine 3, ses décors sont soignés, en particulier les environnements vers la fin du jeu dont on vous laisse la surprise, mais dont on dira simplement qu'ils sont non euclidiens. En revanche, la modélisation des personnages et des monstres laisse un peu à désirer. Mais bon, ce n'est pas franchement ce que l'on attend en premier lieu de ce genre de jeu. En résumé, une bonne histoire, une excellente ambiance, des puzzles soignés, des mécaniques efficaces, une part de liberté laissée aux joueurs dans la résolution des énigmes et Cthulhu en prime. Pour moins de 20 €, il serait dommage de faire la fine bouche, quitte à perdre quelques points de santé mentale. Un truc que j'ai remarqué à la plage et à la piscine, c'est que beaucoup de Japonais se baignent habillés, en tout cas avec un t-shirt. Alors je sais pas si c'est par pudeur ou pour se protéger du soleil, peut-être les deux. En tout cas, on peut trouver dans le commerce des tenues spécialement conçues pour se baigner habillés. Et l'été, c'est... Alors rien à voir, hein, mais l'été, c'est aussi la période des hanabi, les feux d'artifice. Il y en a dans toutes les villes, dans tous les petits quartiers, pendant tout juillet et août. Et les hanabi, ça plaisante pas là-bas. Hein. Nous, avec 15-20 minutes de feux d'artifice, on est content. Là-bas, ça dure au moins 1 heure. Je vous raconte pas le prix que ça doit coûter à la ville. D'ailleurs, c'était trop drôle parce qu'on était tout le temps à se dire ah, ça y est, c'est le final là. Ah non, ça continue. Ah, cette fois-ci, c'est le final. Et non, ça reprenait. Là, c'est vraiment le final. Ah bah non. Voilà. Allez, on termine avec Retro & Magic sur Queen's Quest.
précédents épisodes de Retro and Magic, nous avons eu l'occasion de parler de plusieurs séries emblématiques de Sierra. Gabriel Knight, Space Quest, Les Jeux Chute Larry, Police Quest ou encore Quest for Glory. Mais nous n'avions jamais abordé la série fondatrice de Roberta Williams qui posa les bases de l'aventure graphique, King's Quest. Au moment où sort King's Quest, en 1983, le jeu d'aventure se limite aux fictions interactives, les fameux jeux textuels, dont Zork est le plus fameux représentant. Sierra va révolutionner le genre en proposant une aventure où l'avatar du joueur et le monde qui l'entoure sont représentés de manière graphique plutôt que par des paragraphes descriptifs. On contrôle désormais son personnage au clavier dans des environnements colorés, même s'il faut toujours taper soi-même les actions à effectuer. King's Quest prend place dans le royaume de Daventry, un univers de fantaisie romantique inspiré des contes de fées, ayant davantage en commun avec les écrits de George MacDonald ou plus récemment la saga de la Caverne de la Rose d'Or qu'avec l'imaginaire de Tolkien ou Donjons et Dragons. La créatrice de King's Quest, Roberta Williams, avait déjà posé les bases de cet univers dans une précédente aventure textuelle, The Princess and the Wizard. Dans King's Quest, le joueur joue le rôle de Graham, preux chevalier chargé par le bon roi Edward de sauver le royaume de Daventry en retrouvant les 3 trésors qui assuraient jadis sa prospérité. Le miroir magique qui permet de connaître l'avenir, le coffre d'or inépuisable et le bouclier d'invincibilité. Le roi est vieux et sans héritier, et si Graham parvient à retrouver les 3 reliques, il héritera du trône et deviendra le nouveau roi de Daventry. Ainsi commence l'aventure. L'une des particularités de King's Quest est sa non-linéarité. Le joueur est libre d'obtenir les 3 trésors dans l'ordre de son choix, et le monde à explorer est vaste avec de nombreux lieux enchantés ou mystérieux. A noter que dans King's Quest, il est très fréquent de mourir si on effectue certaines actions ou si l'on tombe sur les monstres qui rôdent. Ce côté punitif du gameplay deviendra une spécificité des jeux d'aventure Sierra, tandis que leurs grands rivaux, LucasArts, brandiront la carte de l'humour et de l'expérimentation. Un autre élément récurrent du gameplay est la présence de personnages non-joueurs qui apparaissent aléatoirement dans certains tableaux, obligeant le joueur à faire des allers-retours jusqu'à l'apparition du personnage en question. King's Quest marque également les débuts du Adventure Game Interpreter, le moteur qui sera utilisé par de nombreux jeux Sierra. Une version améliorée de King's Quest, basée sur le moteur SCI et permettant de contrôler le personnage à la souris, sortira en 1990 sur Amiga et PC. Le déroulement de l'aventure a été remanié et est désormais beaucoup plus linéaire que l'original. Les fans seront assez mécontents de ce remake, considérant que les changements apportés ont retiré beaucoup de sa magie au jeu. Forte du succès du premier épisode, Roberta Williams lui donne une suite en 1985. Plus grand, plus long, plus ambitieux, King's Quest 2 reste très similaire au niveau du style et du gameplay. King's Quest 2 narre les aventures du roi Graham qui cherche une épouse. Le miroir magique lui donne alors une vision d'une belle jeune femme, Valanis, emprisonnée au sommet d'une tour par la sorcière Agatha. Ni une ni deux, Graham se rend dans le lointain royaume de Colima pour la sauver. A noter qu'il s'agit du premier épisode de la série à posséder un jeu de mots douteux en guise de sous-titre. Romancing the Throne, en référence à Romancing the Stone, le titre anglais du film À la poursuite du diamant vert. Ces sous-titres en forme de calembour deviendront l'une des marques de fabrique de la série. Un an plus tard, en 1986, Roberta Williams crée King's Quest III, To Err is Human. Le jeu suscita la stupeur des fans, car il ne prenait plus place au royaume de Daventry et on n'y incarnait plus Graham. Cette fois-ci, le joueur incarnait Gwydion, un jeune homme servant de larbin et de souffre-douleur au sorcier Manannan. Des fans outrés envoyèrent des lettres scandalisées à Roberta Williams et Sierra pour se plaindre du changement de direction de la série. Évidemment, ces mêmes fans n'avaient pas fait l'effort de finir le jeu, puisque l'on découvre à la fin de l'aventure que Gwydion était en réalité Alexander, le fils de Graham et Valanis, kidnappé par le maléfique Manannan alors qu'il n'était qu'un bébé. Manannan n'est autre que le frère d'Agatha, la sorcière de King's Quest 2, et a enlevé Alexander pour se venger de Graham et Valanis. Dans sa quête, Alexander sera également amené à sauver sa sœur cadette Rosella, offerte en sacrifice à un dragon. La particularité de gameplay de King's Quest 3 est l'écoulement du temps. En effet, Manannan confiera régulièrement des corvées aux joueurs qu'il faudra accomplir dans le temps imparti, ou s'absentera pendant quelques minutes, laps de temps que le joueur devra exploiter pour planifier son évasion. Sorti en 1988, le 4e chapitre de King's Quest met en scène la princesse Rosella qui voyage dans le royaume de Tamir pour trouver le fruit magique qui pourra sauver son père mourant. Très fidèle au ton très particulier de la série, King's Quest 4 est l'un des premiers jeux à mettre en scène une héroïne.
King's Quest IV poursuit la notion de temps limité instaurée par le 3e épisode, puisque Rosella n'a que 24 heures pour sauver le roi Graham. Cet épisode marque également les débuts du contrôle à la souris dans la série, même s'il faut toujours taper ses actions au clavier. King's Quest V marque un cap décisif dans la série. Le jeu adopte le tout nouveau moteur SCI et propose désormais un contrôle intégral à la souris avec une interface à base d'icônes. King's Quest V est donc le premier épisode de la série à proposer un gameplay de type point and click. Mais le jeu marqua également les esprits avec ses graphismes VGA et un an plus tard sa version CD-ROM incluant des voix numérisées pour l'ensemble des personnages du jeu. Dans King's Quest V, le joueur incarne à nouveau le roi Graham. Alors qu'il revient d'une balade en forêt, Graham découvre que le château de Daventry a disparu et toute sa famille avec. Le coupable est le sorcier Mordack, frère de Manannan et Agatha, qui cherche à son tour à se venger de la famille royale de Daventry. Aidé par Cédric, un hibou parlant, Graham se rend au royaume de Serenia pour affronter Mordack. King's Quest VI place à nouveau le joueur dans la peau du prince Alexander. Durant sa captivité dans les geôles de Mordack, Alexander a fait la connaissance d'une autre prisonnière, la belle Cassima, princesse des îles Vertes. Alexander, I feel so alone. Tombé fou amoureux de Cassima, Alexander décide de se rendre aux îles Vertes pour lui demander sa main. Mais il découvre bien vite que les îles sont sous la coupe du malfaisant vizir Abdul Alazred. Oui, comme l'auteur du Necronomicon. Alexander devra voyager entre les îles pour sauver Cassima et vaincre le vizir. Toujours basé sur le moteur SCI, King's Quest VI a la particularité d'avoir été écrit à 4 mains par Roberta Williams et Jen Jensen, la créatrice de Gabriel Knight. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs épisodes de la série. Parmi ses autres qualités, citons la présence de plusieurs fins différentes, ainsi que d'une intro en images de synthèse spectaculaire pour l'époque. Poursuivant la tradition de l'alternance, King's Quest VII change à nouveau de protagoniste et on y incarnera cette fois-ci Valanis, la reine de Daventry, et à nouveau Rosella, changée en troll pendant une partie du jeu. Il s'agit cette fois-ci de défaire l'enchanteresse maléfique Malicia. Ce 7e épisode adopte un graphisme inspiré des dessins animés de Disney ou Don Bluth, avec même une chanson dans la scène d'intro. Ce choix artistique irrita certains joueurs et beaucoup trouvèrent également le jeu décevant en raison d'une interface simplifiée permettant moins d'interaction avec les décors. Parmi les bonnes idées de King's Quest VII, citons toutefois la possibilité de manipuler les objets en 3D dans l'inventaire. Le 8e épisode de la série marque une rupture. Déjà car le jeu est désormais tout en 3D, mais surtout car son gameplay est hybride entre jeu d'aventure et RPG, à la manière d'une autre série de Sierra, celle des Quest for Glory. C'est également le premier épisode où l'on n'incarne pas un membre de la famille de Graham. Le héros de Mask of Eternity est Connor, un simple tanneur. Lorsqu'une malédiction transforme les habitants de Daventry en statues de pierre, Connor est le seul épargné ayant trouvé un fragment du masque d'éternité. Connor va donc devoir voyager par monts et par vaux pour reconstituer le masque et lever la malédiction. S'il est loin d'être parfait, Mask of Eternity représente une volonté courageuse de faire évoluer le jeu d'aventure. Les fans de la première heure regretteront cette nouvelle formule, et les critiques seront plutôt tièdes. Quoi qu'il en soit, le jeu remportera un succès correct, se vendant mieux que Grim Fandango par exemple, son concurrent direct. Les droits sur le catalogue Sierra appartiennent désormais à Activision. Telltale Games a brièvement annoncé l'acquisition de la licence pour la réalisation d'un nouvel épisode. Malheureusement, si l'on était curieux de voir ce que donnerait un nouveau King's Quest réalisé par des anciens de LucasArts, le projet est finalement tombé à l'eau. Il reste désormais à voir si Activision a d'autres plans pour la franchise ou si la quête du roi est définitivement tombée aux oubliettes.
Vous avez sûrement dû voir dans des animés ou des dramas les Japonais faire des feux d'artifice au bord de la rivière ou sur la plage en été. Et ben c'est pas un mythe, hein. Ça s'achète librement en combini pour quelques centaines de yens, dont le fameux Senko Hanabi. Alors je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de baguette qu'on tient vers le bas et qui fait plein d'étincelles. C'est très sympa, avec un yukata pour moi ça représente parfaitement l'ambiance de l'été au Japon. Et voilà, ce 100% spécialité est fini pour aujourd'hui. Demain c'est Benoît et moi je vous dis à jeudi. Ciao.